dans tous les textes que j'ai pu lire sur la lutte contre la radicalisation, on insiste sur l'importance du contact local et en fait de la prise en charge finalement d'un certain nombre de jeunes qui sont désocialisés, etc. Euh, alors, qu'est-ce que vous pensez par exemple de la décision du département des Yvelines de réduire considérablement la prévention spécialisée et notamment de les garder uniquement dans deux zones, Mantes et Trappes. Et donc, par exemple, à Versailles, il y avait 5 travailleurs sociaux, ils ont tous été licenciés, donc en fait, le 4 janvier. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce type d'attitude sur le terrain, qui me semble contraire, disons, à la vision qu'on peut avoir? Oui, Voilà. mais c'est vrai que c'est dramatique. On est dans une situation de finances publiques qui est dramatique, c'est-à-dire chaque nouveau gouvernement qui arrive explique que le prédécesseur a vidé les caisses. En général, il s'appuie sur le droit d'inventaire, vous vous souvenez, ce processus. Et puis en fait, quand il quitte le pouvoir, la caisse est encore plus vide qu'avant. Donc il y a une espèce d'irrationalité des hommes politiques, parce que notre problème principal, c'est de rétablir les finances publiques. Ça veut dire que c'est douloureux, ça veut dire que ce sera compliqué, mais il est certain que moins on fera d'interventions extérieures, plus on a de chances de rétablir les finances publiques. Moi, j'ai fait le calcul, le coût de l'intervention en Afghanistan, parce que l'Afghanistan, vous vous souvenez, quand il y a eu la décision de Sarkozy de retirer les troupes, donc on avait une opération totalement close, si vous voulez, on avait de bout en bout. Bon. Si on prend les méthodes de calcul américaines qui font le coût complet, c'est-à-dire pas simplement le coût budgétaire où il faut 800 à 900 millions chaque année pour payer, on arrive à un chiffre de l'ordre de 8 milliards d'euros, mais évidemment sur un temps difficile à prévoir, puisque vous avez les blessés de guerre, les invalides, les veuves de guerre, etc., etc. Mais en gros, si vous reprenez le même logique de calcul que les Américains, c'est-à-dire le coût de remplacement des matériels, le coût d'usure des matériels, les munitions consommées, etc., etc., moi j'estime qu'on est à peu près à 8 milliards d'euros pour la simple intervention en Afghanistan. Donc vous voyez un peu l'ampleur de la dette qu'on est en train de creuser avec ce genre de choses. Et donc, l'urgence des urgences aujourd'hui, c'est de rétablir un tissu économique et industriel. On aura une politique étrangère plus indépendante si on n'est pas dépendant de l'Arabie Saoudite avec nos fameux 10 milliards qui sont toujours en cours de signature. Vous voyez, on est dans cette situation étonnante où on fait comme si... on est comme Don Quichotte, si vous voulez. On n'a plus le château, on n'a plus les biens, mais on a toujours l'armure, le plat à barbe, le cheval. Et c'est quand même fascinant de penser que nos hommes politiques n'arrivent pas à prendre conscience de ça. Donc, on en arrive à des coupes budgétaires sur des budgets qui sont essentiels en termes de sécurité intérieure. Et on est en train d'expliquer qu'on met l'armée au centre de la lutte antiterroriste. Fascinant, non? Bon, moi, je suis totalement opposé à cette politique, mais malheureusement, je ne crois pas que ça fasse consensus à droite ou à gauche. Hein. Les seuls qui le disent, c'est effectivement des gens comme Villepin, Chevènement, des gens comme ça, c'est tout. Mais ils ne sont pas du tout représentatifs de la classe politique française aujourd'hui. Je peux y aller? D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure, tout au début de votre rapport de 2014 qui n'intéressait personne. Quand il est sorti, après, c'est devenu un book. D'accord. C'est devenu un succès de librairie. J'ose imaginer qu'il a comme intéressé Marc Trévidic. Oui, mais si vous voulez, bon, Trévidic, il a une expérience extraordinaire, si vous voulez, en matière de lutte antiterroriste. Hein. Moi, je l'ai rencontré, mais pour autre chose. C'était pour les sous-marins pakistanais, parce que j'avais travaillé au ministère de la Défense là-dessus. Il est aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous différencie, si vous voulez, aujourd'hui, c'est le problème de la déchéance de nationalité. Moi, je suis pour, lui, il est contre. Par exemple, il dit une phrase que je trouve un peu scandaleuse dans sa bouche, c'est on n'exporte pas un terroriste. Mais quand on fait une demande d'extradition d'un terroriste, on fait bien de l'importation de terroristes. Bon, donc on va pas me raconter qu'on ne peut pas se débarrasser de nos terroristes, c'est pas vrai. Au contraire, si on veut mener une lutte qui soit extrêmement sévère, il faut absolument arriver à ces échanges. Rappelez-vous quand même l'affaire Battisti, c'est un scandale l'affaire Battisti. Hein. Rappelez-vous que c'est un type condamné à la prison à perpétuité pour 4 meurtres. Enfin, en tout cas, il y avait 2 meurtres instruits et puis il y avait 2 participations à des cambriolages qui s'étaient terminés par des meurtres. Et qu'on se posait la question de savoir si la parole de Mitterrand engageait la France, alors que c'était l'extradition vers un pays démocratique, vers l'Italie. L'Italie, dont la justice avait fait l'opération main propre contre la mafia. Et c'est à ce pays-là qu'on dit non, 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 on ne vous le rend pas, on va l'envoyer au Brésil. Je veux dire, si on est capable d'envoyer Battisti au Brésil, je suis sûr qu'on peut envoyer tous nos terroristes, j'en sais rien, au Groenland, en Terra Delhi ou je ne sais où. Mais je veux dire, on ne va pas me raconter qu'il faut les garder sur le ventre. C'est prodigieux quand même. Donc, je suis désolé, on est vraiment dans une situation où
on entend des grandes voix, si vous voulez, prendre position pour les droits de l'homme, mais dans le débat sur les échanges de nationalité, par exemple, vous avez des gens qui vous disent, de toute façon, ça n'aura aucun effet. Mais c'est des gens qui n'ont jamais rencontré un salafiste. C'est pas vrai. Le type qui va perdre la douce chaleur de la justice française, de commissariat dans lequel il n'est pas torturé, le fait que quand il aura fini sa peine de prison, il sera libéré, je vous rassure que ça compte. Parce que s'il doit ensuite passer entre les mains de la justice marocaine, algérienne, tunisienne ou saoudienne, c'est quand même tout à fait autre chose. Donc moi je suis pour, non pas parce que le type, évidemment le type qui va se faire sauter, ça lui importe peu, mais il y a tout le réseau qui est derrière, l'artificier, le type qui a fabriqué les vestes contenant les explosifs, le type qui a fourni la logistique, le type qui a fourni toutes les bases de repli, etc. On enferme cette déchéance de nationalité dans le crime terroriste, alors qu'avant c'était le délit, hein, n'oubliez pas. Hein. On l'a appliqué jusqu'à maintenant que pour des délits de trafic de drogue. Mais il n'y a pas rupture d'égalité quand on dit si un type peut être extradé pour terrorisme, il peut être extradé pour acte terroriste, qu'il soit né français ou qu'il soit né étranger. C'est au contraire ça l'égalité. L'inégalité, ce serait de le limiter à des gens qui ont acquis la nationalité française. Donc moi, je suis minoritaire, mais sur ce sujet-là, je suis absolument intraitable, parce que le type en ont peur. Et comme vous le voyez, rappelez-vous le débat sur l'avortement en France, c'était absolument extraordinaire. Vous avez une assemblée composée que d'hommes qui expliquaient que l'avortement, il fallait comprendre les valeurs de la République, la christianisme, tout ce que vous voulez. Les seuls qu'on n'entendait pas, c'était les femmes. Il a fallu le manifeste des 343 salopes, vous vous souvenez, pour que tout à coup on se dise tiens, qu'est-ce qu'en pensent les femmes? Et là, on est dans cette situation où des gens vous expliquent que ça n'aurait aucun effet, mais ils n'ont jamais rencontré la population qui serait ciblée. Donc, ça m'ennuie un peu, si vous voulez. Ça fait un peu débat franco-français, quoi. C'est 5e, 6e, 7e arrondissement. L'autre aspect sur lequel je voulais intervenir, vous avez utilisé une expression qui m'intéresse beaucoup. Vous avez parlé de ces populations d'origine maghrébine ou autre qui silencieusement se sont intégrées, c'est-à-dire il y a une hiérarchie en fait de populations qui s'est intégrée dont on ne parle jamais. Et pour rebondir et reprendre cette expression silencieusement, qu'est-ce qui s'est passé avec les Qataris? Mais moi je le vois à Montreuil où j'habite et où je l'ai vu. À partir de 2004-2005, et Dieu sait si je rencontre dans mes activités des policiers, puisque je défends les hôpitaux, l'Hôtel-Dieu, etc., j'ai eu des témoignages, mais qui sont à tomber de ma chaise. C'est-à-dire que dès lors que l'on a retiré, que l'autre Zozo, Sarko, a retiré la police de proximité, dans les 2 ans qui ont suivi 2007, il est élu, il fait une grande déclaration. Les Qataris, dans les banlieues, vont créer des entreprises. Ils n'ont pas créé une. Par contre, ils ont... S'il y avait des Qataris qui travaillaient, on le saurait. Oui, par exemple. Bon, comme si vous dites on va créer des entreprises industrielles en Arabie Saoudite. C'est exactement pareil. Bah oui, et là, à partir de là, on sait très bien, et des flics m'en ont parlé, ils étaient sur des affaires de filature, d'écoute de Qataris parce qu'ils finançaient l'imam machin. Les flics se sont retrouvés mutés. Et d'autre part, vous savez que les Qataris en France qui gagnent des revenus sont dispensés d'impôts. Ils ne payent pas un centime. Autre point, et là je peux en parler un tout petit peu parce que je connais le sujet, l'Hôtel-Dieu qui était promis à être complètement vidé était promis à la vente aux Qataris, mais tout ce qu'achètent les Qataris en France en immobilier, en investissement, passe par le même cabinet d'affaires qui s'appelle Arnaud Claude Nicolas Sarkozy. Et ils sont clients de ce cabinet depuis la création en 87 du cabinet. Sur le cas des Qataris, effectivement, on a eu une époque Sarkozy, Qatar, et après on a une époque Hollande, Arabie Saoudite. Donc vous voyez, on a quand même beaucoup évolué quand même. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est dans une économie qui est en voie de délitement. Comment voulez-vous qu'on ne soit pas dépendant de gens qui arrivent avec les poches pleines? Je veux dire, c'est quand même terrible de penser qu'avec l'arrivée de Hollande au pouvoir, on votait le mariage pour tous alors qu'il y avait 1000 chômeurs de plus chaque jour. Est-ce que c'était le débat du moment, le mariage pour tous? Vous voyez ce que je veux dire? On est dans cette situation où, regardez, les écologistes, ils parlent de tout sauf d'écologie. C'est extraordinaire. Donc on a une classe politique qui essaye d'éviter le problème principal, c'est comment régénérer l'économie française. Et à partir du moment où on est dans la situation de Merkel en Allemagne, c'est-à-dire qu'on a de l'argent, qu'on est totalement autonome, qu'on est capable, comme elle l'a fait, d'arrêter les exportations vers l'Arabie Saoudite en matière d'armement, on retrouve une dignité qu'on n'a plus. Et donc on est dans cette situation que vous évoquez, c'est-à-dire tout à coup, vous avez un investisseur qui arrive.
Oh là là, formidable, on a trouvé, c'est les Qataris. Mais les Qataris sont wahhabites, hein, comme les... Simplement, ce qu'il y a de bien, j'ai pas parlé de ça, mais aujourd'hui, les Qataris et les Saoudiens se battent. Donc c'est bien, à travers Frères musulmans et Sisi, si vous voulez, en Égypte. Donc on est encore une fois dans une espèce de guerre dont on n'a aucune des cartes en main, si vous voulez, et je pense qu'il faut avoir une politique d'une très grande prudence et d'une très grande modération. Regardez le cas de la tension entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Si on fait passer le message à l'Arabie Saoudite, vous savez, si vous déconnez, les Iraniens, c'est 80 millions de personnes, ils ont une petite expérience de la guerre que vous n'avez pas, etc. Vous devriez vous calmer. De toute façon, on n'interviendra pas pour vous défendre. Je veux dire, ça calmerait terriblement. Terriblement. Tandis que là, qu'est-ce qu'on fait? On donne l'illusion que de toute façon, on défend, on lutte contre Daesh parce qu'il décapite, il coupe les mains des voleurs, il interdit les autres religions, il opprime les femmes, pour défendre l'Arabie Saoudite qui décapite, qui coupe les mains des voleurs, qui interdit les autres religions et qui opprime les femmes. Donc on est dans une situation de schizophrénie absolue. Donc, bon, si vous avez de bonnes adresses pour les Qataris. Non, mais c'est vrai, c'est dans des proportions qu'on n'imagine pas, effectivement, la façon dont les Saoudiens et les Qataris ont utilisé leur argent, en particulier sur le plan de la diplomatie religieuse. Parce que, je reviens à la question de la prison, on a redécouvert en janvier, après les attentats de Charlie, qu'il n'y avait pas d'imams en prison. Que les imams qui étaient en prison étaient des retraités qui prenaient sur leur temps et sur leur argent pour venir guider la prière du vendredi. Et les services fiscaux ont trouvé le moyen de fiscaliser les aides au transport qu'on leur donnait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout à coup, on s'est dit, il faut former des imams. Mais ça fait des années que, par exemple, Mohamed Harkoun, qui était professeur au Collège de France dans les années 70, c'est l'époque Jospin, avait dit, il faut créer une faculté de théologie musulmane en France. Alors j'avais dit, mais comment vous ne vous rendez pas compte, l'université française, jamais, la laïcité, etc. Mais son raisonnement était d'une simplicité désarmante. Il disait aujourd'hui, un théologien musulman ne peut librement réfléchir à la modernisation de la théologie musulmane que dans une démocratie. Il ne peut pas aller à Al-Azhar en Égypte, il ne peut pas aller à Riyad, il ne peut pas aller à la Mecque. Et donc il disait, mais aidez-nous. Et on lui a répondu avec un réflexe corporatiste en disant, alors il avait dit, mais vous avez le concordat avec l'Alsace, l'université de Strasbourg est prête à accepter, etc., etc. Mais ça a été flingué par quelqu'un du cabinet de Jospin qui se disait, mais non, il n'est pas question de transiger sur la laïcité. Et donc vous voyez à travers cette espèce d'aveuglement, c'était Oubrou qui disait une phrase qui était très rigolote, il disait, il y a un salafisme de l'islam et il y a un salafisme de la laïcité. Et il a raison, c'est-à-dire qu'il dit, mais évidemment qu'il faut qu'on trouve des adaptations sans renoncer à nos principes. Mais on se rend bien compte à travers l'histoire des imams en prison que si vous ne fournissez pas le service, bah c'est le type qui fera croire qu'il a un peu plus de formation que les autres, qui va guider la prière, qui va influencer les jeunes, etc. Donc l'armée avait rapidement réagi, ils ont très vite créé des aumôniers musulmans dans les armées, etc., etc. Et l'armée est un des moyens par lequel justement ces élites de la communauté sont intégrées. Et encore une fois, processus silencieux. Simplement, les types, il fallait effectivement, et l'armée a réagi assez vite en disant oui, ben, il y a des aumôniers musulmans, comme il y a des aumôniers, comme il y a des rabbins, comme il y a des aumôniers catholiques, etc., etc. Mais que la République n'ait pas été capable de faire face à ces problèmes-là, qui étaient des problèmes d'une simplicité absolue, c'est dramatique, quoi. Bon, oui, vous avez dit que la déchéance de la nationalité ferait beaucoup d'effets sur les salafistes. Alors, moi, j'en connais pas, mais je connais pas mal de gens qui ont la double nationalité. Et sur eux, ça fait un effet aussi. Parce qu'en effet, ils ont l'impression, et je pense que, enfin, on fait deux catégories de Français. Alors, il y a une catégorie de Français qui sont qui ont une nationalité, qui l'ont acquise à la naissance ou pas, et il y en a d'autres qui ont deux. Ouais. Et eux, ils sont à part. Ils ont pas du tout l'impression de commettre des crimes, mais ils ont un autre statut. Ils ont un autre statut et ils se sentent discriminés par cette suspicion générale envers les gens qui ont la double nationalité. Et justement, les gens qui ont la double nationalité, très souvent, sont originaires des anciennes colonies de France.
Oui, d'abord, le crime n'est pas d'être binational. Le crime, c'est d'avoir fait un acte terroriste. Hein. Confondons pas quand même. Hein. Attendez, la stigmatisation. Vous savez, j'ai eu une discussion quand je faisais mon étude, j'ai téléphoné au collectif contre l'islamophobie en France. Parce que je leur ai dit, je voudrais vous rencontrer, je suis en train de travailler là-dessus, etc. Ils m'ont dit, mais nous, ça ne nous concerne pas. Et attendez, quand vous avez fait l'affaire Mera, vous avez une campagne de presse, vous devez bien avoir une ligne d'argumentaire. Non, non, ça ne nous concerne pas. Nous, ce qui nous concerne, c'est les actes anti-musulmans. Je dis, mais c'est marrant, quand je discute avec vous, j'ai l'impression de discuter avec le CRIF. Alors que la fille, là, c'était la comparaison qu'il fallait pas lui faire. Hein. Je lui dis, mais dites-moi, s'il y a un juif intégriste qui se tape sur la gueule avec un musulman intégriste, c'est de l'antisémitisme ou c'est de l'islamophobie? Et c'est le premier qui déclare qu'il a gagné, comment ça se passe? Mais c'était ça. Alors ça, le coup de la stigmatisation, jamais. Pour moi, je peux plus supporter ce truc. Alors, la question que vous évoquez, qui est grave, c'est effectivement, il faut pas donner le sentiment aux gens d'origine musulmane qu'ils sont les principaux concernés par cette mesure. Et il y a un type qui m'a donné une idée que je trouve très intéressante. Il dit en fait, il faut désethniciser le débat. Il dit par exemple, pourquoi va-t-on condamner un type qui part en Syrie phrase encore une fois trouvée sur un site, mais qui est pas salafiste. Il disait, si un type quitte sa famille pour aller défendre des victimes, on dit que c'est un héros. Si on apprend qu'il est musulman, on va dire que c'est un djihadiste. Vous voyez, donc cette perversion du regard qui nous habite, il nous dit il faut le désethniciser. Il faut faire une loi qui interdise à tout citoyen français d'aller se battre dans des zones couvertes par des résolutions de l'ONU. Il y a eu des Français qui sont partis se battre au Karabakh du côté de l'Arménie. Il y a des Français qui sont allés se battre, qui vont se faire leur service militaire dans les territoires occupés, dans le Sahel, etc., etc. Et les musulmans disent mais il faut mettre tout le monde sur le même critère. Et effectivement, ils ont raison. C'est ça le pendant de la déchéance de nationalité, c'est de dire c'est pas une mesure qui concerne. Je comprends la sensibilité, notamment. Par exemple, les Algériens ont eu cette histoire extraordinaire où ils ont eu le droit de réintégrer la nationalité française puisqu'ils n'avaient pas de nationalité pendant la colonisation. Bon. Donc, ces gens-là ont une sensibilité particulière, il faut la prendre en compte. Et la prendre en compte, c'est effectivement écouter un certain nombre de leurs argumentaires pour qu'ils n'aient pas le sentiment qu'il n'y a que les attitudes des musulmans qui soient répréhensibles. Vous voyez ? Donc vous avez raison sur le fait que c'est le côté de la sensibilité sociale et politique qu'il faut prendre en compte, mais sur le plan de la déchéance de nationalité, moi je trouve que, si vous voulez, on ne fait pas de différence entre... On n'a pas le droit de créer des apatrides. Donc ça règle la question du type qui n'a qu'une seule nationalité. S'il en a deux, c'est son choix. S'il fait des choses contre la France qui sont dans la catégorie des crimes de terroristes, ma foi, je ne vois pas où est l'obstacle pour lui. Il ira vivre sa religion dans un pays musulman. Non, je ne vois pas où est le problème. Je ne vois pas en tout cas, je ne considère pas que c'est un... D'abord, je considère qu'il y a une dangerosité qui est particulière. Et en deuxième chose, je pense que c'est pas... si le type a vraiment envie de vivre sa religion, qu'il aille effectivement la vivre dans un endroit dont sa nationalité seconde, si vous voulez, lui garantit qu'elle sera pratiquée. Simplement, s'il se retrouve en Arabie Saoudite, bonjour. Donc c'est quand même extraordinaire. Les types, vous vous rendez pas compte de la sécurité que ça leur offre? Prenez le truc extraordinaire. On me dit, quand ils arrivent sur place, ils brûlent leur passeport. Mais vous savez très bien, quand vous êtes dans une démocratie, si vous brûlez votre passeport, vous allez dans un consulat, vous dites on m'a volé mon passeport, j'en veux un autre, et on vous en refait un autre. C'est ça qui est le geste symbolique qui n'a aucune signification. Par contre, de ne pas pouvoir aller au consulat pour redemander un passeport, ça c'est grave. Parce qu'à ce moment-là, on sait que le type, il a qu'une seule solution, c'est qu'il n'a plus qu'un seul passeport, il peut plus revenir en France. Et là, je vous assure que c'est très, très, très dissuasif. Et encore une fois, moi, c'est la sécurité de mes petits-enfants qui me préoccupe. Oui ? Je voulais vous poser une question sur le profil psychologique, surtout des adolescents ou jeunes adultes qui partent en Syrie. J'avais lu dans Politis la semaine dernière un article d'un médecin. Dans quoi vous avez... Dans Politis, ouais. Le journal Politis, d'un médecin et qui expliquait qu'ils avaient un profil psychologique particulier. Et justement, par rapport à Internet, ils passaient énormément de temps sur Internet au départ. Ils tombent sur des sites, ils sont désocialisés. Alors, il expliquait aussi qu'il y avait des millions de jeunes Français qui regardaient Internet plus de 10 heures par jour, mais que ça en faisait pas des futurs terroristes. Mais par contre, il expliquait aussi que ils étaient souvent issus de familles où les parents n'étaient pas forcément pratiquants, qu'ils ne connaissaient rien au Coran, et qu'en fait, moi je trouve que c'est plutôt la religion. On ne devrait même pas parler de religion. C'est un profil particulier. Ils sont manipulés par des sites
justement, pas forcément, ils vont pas forcément à la mosquée. Et justement, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez des sites et de ces aspects psychologiques particuliers où justement la vie, chez ces personnes, la vie n'a plus de valeur. En fait, les points, ils vont gagner des points après la mort. Et le nombre de personnes qu'ils vont tuer, ça va leur apporter des points pour le futur. Donc c'est un genre de paradis futur pour terroristes, enfin intégristes. Hein, c'est voilà. Donc je voulais. Bon, ma question est peut-être un petit peu. Non. Au contraire, c'est une question très centrale. C'est effectivement, y a-t-il un profil psychologique de ces candidats au départ? Si vous voulez, on a plusieurs types d'explications et qui effectivement aucune n'étant complète ou totale. Si vous voulez, la déshérence sociale explique certains départs avec des trajectoires de petits délits plus lourds, etc. Puis tout à coup, ce processus de conversion qui va les réhabiliter complètement dans la hiérarchie sociale. Hein, bon. Mais vous avez aussi des conversions de classe moyenne. Vous avez même eu des conversions dans des familles juives. Dounia Bouzar cite un exemple qui est absolument terrible. C'est un enfant de famille juive qui s'est converti soudainement et puis on a découvert qu'il était qu'il était en cours de radicalisation. Donc les parents l'ont amené à la police et le gosse devant les policiers a dit mais pourquoi vous croyez ma mère? Parce qu'elle est juive. C'est extraordinaire. Et ils ont découvert sur son ordinateur qu'il avait reçu instruction d'organiser un attentat terroriste en mettant une bombe dans le magasin de ses parents, dans la vitrine, alors que le magasin est sur les Champs-Élysées, si vous voulez. Donc vous avez effectivement quelque chose qui sur le plan psychanalytique est extrêmement difficile à comprendre. Maintenant, si vous raisonnez sur le processus sectaire, c'est-à-dire celui qu'on a connu depuis qu'on a créé la MIVILUD, vous savez, la mission de veille contre les dérives sectaires, on sait bien qu'il y a un certain nombre de techniques, si vous voulez, de conversion. Encore une fois, ça peut être au témoin de Jéhovah, ça peut être à l'ordre solaire, ça peut être à tout ce que vous voulez. Ça peut être parce qu'on vous explique que les petits hommes verts sont redescendus. Rappelez-vous Raël qui expliquait qu'on l'avait enlevé, mis dans une soucoupe volante. Il y a des gens comment dire, les sectes ont montré, si vous voulez, cette capacité dans notre société, qui est une société un peu anomique, très individualiste, etc., à recruter des individus. C'est de la pêche au chalut, c'est-à-dire on n'est pas capable de dire c'est celui-là qu'on va convertir, c'est un autre. Mais statistiquement, effectivement, on y arrive. Ce que le salafisme a apporté de plus, si vous voulez, dans le système, c'est cette accroche géopolitique et surtout la guerre. On est quand même dans une société qui a une fascination extraordinaire pour la mort. Dans la littérature classique, vous n'avez jamais d'enquête policière, tandis que nous, on a inventé le serial killer. Plus il en tue dans le film, mieux c'est, si vous voulez. Hein. C'est quand même une caractéristique, je ne caricature qu'à moitié. Si vous regardez Rambo 2, le film de Stallone, il retourne au Vietnam pour aller délivrer des pilotes qui n'ont pas été libérés. Alors il y va en disant cette fois on y va pour gagner, argument classique, si on a perdu c'est la faute des bureaucrates et des politiciens. Et dans le film il tue 72 personnes, je les ai comptées, 72. Évidemment tout seul, hein, parce que c'est pas un attentat terroriste, sinon ça n'a aucun mérite. Alors il se coupe un peu à la main parce qu'il faut que l'héroïne le soigne, mais comme l'héroïne est une eurasienne, donc elle mourra de toute façon, parce qu'un super-héros peut pas rentrer aux États-Unis avec une femme, sinon il est plombé, la vie de famille, tout ça. Bon. Et c'est ce type de films qui font les succès. Bon, je vous en cite un autre que je trouve encore plus odieux, qui est American Sniper. American Sniper, c'est le type qui va en Irak, qui tue des gens à 1,5 km de distance quand même. Hein. C'est pas un type qui est au front. Or, on en fait un héros. On en fait un héros pourquoi? Parce qu'il a tué 256, je crois, mais qu'on ne lui en a reconnu que 198. Donc quand même, il y a une critique. Et ce type, on en fait un héros alors qu'il prétend tout le temps aller défendre la liberté et aller défendre les droits des Américains. Et les Irakiens sont tous présentés comme des salauds. Tous, sans aucune distinction. Ils torturent, avec une perceuse, ils tuent un enfant, etc. Enfin... Et vous vous dites, mais alors simultanément sur Internet, vous avez un film qui est exactement le pendant, c'est-à-dire un sniper irakien qui s'appelle Juba, qui lui a filmé les Américains qui le tuaient. Mais lequel des deux est un film de propagande? Les deux. Les deux. Mais nous, on voit le premier comme dire, ah oui, c'est Clint Eastwood au sommet de son art. J'ai vu cette critique. Putain, si c'est ça le sommet de son art à Clint Eastwood, c'est grave, c'est Trump, quoi. C'est Trump. Donc on est dans cette situation où vous avez un enfant qui va voir cette espèce de mirage de la façon dont il représente la guerre. Le super-héros, vous avez vu, Stallone, il est toujours torse nu de préférence, avec une bandoulière de 12-7 autour du cou, parce que c'est quand même beaucoup plus simple de courir comme ça, quoi. Et donc, vous avez toutes ces incohérences dans la représentation de la guerre. Vous avez les jeux de guerre dans lesquels, effectivement, ils vont jouer. Vous avez ensuite, tout à coup, l'offre. Mais enfin, venez donc faire la guerre vraiment. Enfin, vous allez vous amuser.
Donc je ne le prends pas sur le plan idéologique, je le prends sur le continuum, si vous voulez, de notre rapport à la violence. Je vous dis, l'invention du serial killer aujourd'hui, mais tous les jours, vous en avez un de serial killer. Regardez le cas des massacres aux États-Unis, c'est fascinant. Quand il y a eu le massacre de San Bernardino, vous savez, c'est le couple dont la femme pakistanaise venait d'arriver, ils sont partis sur leur lieu de travail, ils ont massacré 14 personnes. Bon. C'était le 360e, je crois, massacre collectif aux États-Unis depuis le début de l'année. C'est-à-dire qu'il y en avait eu plus d'un par jour. Mais le seul qui les a préoccupés, c'est celui-là. Parce que là, il y avait des islamistes. Alors, on dit, mais attendez, excusez-moi, mais je croyais que c'était le problème des armes. Non, non, pas du tout. C'est les islamistes. Et vous avez le discours de Trump, il faut interdire à tous les musulmans d'entrer sur le territoire. Vous voyez comment nos sociétés arrivent à créer à un moment quelque chose qui est un espèce de tel déni de la réalité qu'à un moment, si vous avez un enfant à qui vous expliquez, mais excuse-moi, on te prend pour un imbécile, regarde la réalité en face, regarde les gens qui sont massacrés, regarde le mal que font les bombardements sur des enfants, etc., etc. L'enfant, il est aussi dans cette espèce de rapport, comment dire, d'honnêteté vis-à-vis de la réalité. Et donc, à un moment, il se laisse convaincre en se disant, mais oui, après tout, la justice, c'est peut-être aller se battre là-bas. C'est pas seulement son profil psychologique, c'est aussi la maladie de notre propre société, si vous voulez, sur lesquelles il faudrait un moment s'interroger. Mais le problème de la déradicalisation, là, effectivement, fait complètement appel à ce que vous évoquez, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce qui a fait l'accroche dans la radicalisation? Quelle expérience il en a tiré parfois quand il revient de Syrie? Est-ce qu'il y a pratiqué des crimes de sang? Est-ce qu'il a été dégoûté par ça? Est-ce qu'il a un phénomène de révulsion? Est-ce qu'il a au contraire, il s'est enfoncé dans la radicalisation? C'est là que les psys sont les plus utiles. Ils ont une partie du travail aussi quand la détection de la radicalisation se fait en amont, c'est-à-dire quand effectivement les parents très vite arrivent à convaincre l'enfant qu'il faut qu'il en parle avec quelqu'un d'autre. Parce que n'oubliez pas que les parents, dans l'idéologie salafiste, sont des mécréants ou sont des gens qui ont trahi, si vous voulez, l'islam, etc. Donc il faut arriver à le mettre en connexion avec quelqu'un qui va l'écouter, qui va le présenter à d'autres gens qui sont rentrés de Syrie, qui ont fait cette espèce de retournement, si vous voulez. Et donc, il n'y a pas de profil psychologique à proprement parler. Vous voyez, c'est ça qui rend la chose très difficile. Mera, par exemple, est un enfant. La mère de Mera est abandonnée par son mari au bout du 4e enfant, je crois, quelque chose comme ça. Il y en a 2 qui meurent ou 2 qui survivent, peu importe. Bon. Le père se barre en Algérie. Il se remarie 3 fois, 4 fois. Bref, il a 11 enfants dont il s'est jamais occupé. C'est-à-dire qu'il ne le voit réapparaître que quand son fils est tué à Toulouse et qu'il dit on a massacré mon fils et je vais demander de l'argent. Bon. Vous pouvez vous dire, si vous prenez l'analyse à froid, mais c'est tout le modèle du père dont il doit dresser le procès. Mais on réussit à le convaincre que c'est la France qui est responsable. C'est-à-dire, on va lui dire, mais tu vois, c'est ce pays qui t'a rejeté, etc., etc. Donc ce processus-là, vous trouvez la faille de cette espèce de famille, si vous voulez, dans lequel l'image du père s'est complètement dégradée. Ensuite, c'est une technique de manipulation que je maîtrise pas bien, mais si j'arrivais à le faire, vous voyez bien il faut détecter la faille chez l'individu. Chez les frères Kouachi, c'était encore plus dramatique, puisque la mère avait eu 6 enfants, je crois, et on ne savait même pas si les 2 frères étaient du même père. Et un jour, en rentrant d'une visite scolaire à Disneyland, ils trouvent leur mère morte dans la cuisine. Vous voyez le décalage entre Disneyland et Euro Disney et la mort. Et donc ces enfants vont passer de famille en famille, mais je veux dire, on peut pas avoir une trajectoire normale. Et à un moment, si tout à coup vous avez quelqu'un qui vous dit, mais on t'a toujours méprisé, mais nous, on va te réhabiliter. Nous, tu vas voir qu'avec l'islam, tu vas redevenir un héros, etc. Je veux dire, savoir utiliser ces failles dans le profil d'un individu, c'est ça qu'Internet permet. C'est que finalement, c'est une espèce de discussion sans interlocuteur. Tout à coup, vous avez quelqu'un qui vous dit, mais non, moi je comprends ton problème, etc. J'ai connu la même chose. C'est ça, cette espèce d'anonymat d'Internet qui est fascinante dans son... On pourrait penser que c'est le contraire, on pourrait penser que justement de ne pas avoir un contact physique est en fait une espèce de barrière. Or, justement, c'est une espèce de discussion qui s'engage avec une cible, avec des gens qui sont tous prêts à porter leur pierre pour la mobilisation et la conversion de l'individu. Ça répond pas à votre question. En tout cas, moi, je suis pas optimiste. Ces sites internet, ils sont connus ou pas? Alors, oui. Il y a de plus en plus. Et qu'est-ce qu'on fait pour pas contre, mais enfin, je sais pas. Qu'est-ce qui est fait pour les empêcher de continuer, quoi? Si vous voulez, d'abord, vous vous heurtez à des grands opérateurs du net qui sont des Américains qui disent liberté d'expression. Nous, aux États-Unis, liberté religieuse, etc. Donc, ils se refusent souvent à intervenir. Bon. Sous pression des autorités françaises, ils acceptent de fermer quand véritablement il y a ciblage avec vidéo, gore, d'exécution, etc. Bon. Mais
dès que vous fermez un site, vous avez un autre qui se crée ailleurs. Et donc, si vous voulez, c'est une espèce de tonneau des Danaïdes, ça fuit de tous les côtés. Et effectivement, on ne peut pas uniquement agir que sur Internet, il faut agir aussi sur le contre-discours. Un contre-discours dans lequel vous expliquez qu'à 90% des victimes des attentats terroristes sont des musulmans, ça ébranle si vous leur dites, comme j'essaye de le dire, mais attention, tu vas quand même partir d'abord te battre contre des musulmans, donc fais gaffe quand même avec tes petits copains, pas que vous vous retrouviez dans deux camps différents. Moi, je le prends par le cynisme ou par le rire, si vous voulez, ou par la dérision, mais c'est quand même ça la réalité. C'est qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas à trouver des argumentaires qui disent... et si en particulier on se retire pas en disant mais c'est pas nous qui massacrons les musulmans, c'est les musulmans qui se massacrent entre eux. On tue une partie de la propagande. Tandis que là, aujourd'hui, après les attentats vous avez vu d'ailleurs, quand il y a eu le Bataclan, les types expliquaient que c'était pour la Syrie qu'ils étaient là.